Bonjour sur ma chaîne, où nous explorons l'histoire de l'Afrique et du monde, plongeant au cœur des récits qui ont façonné l'humanité. Aujourd'hui, nous ouvrons une page sombre, mais captivante, celle d'Idi Amin Dada, un homme dont l'ombre a marqué l'Ouganda et le monde. Avant de nous plonger dans cette fresque, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, où chaque histoire est une porte vers la réflexion et l'émotion. Préparez-vous à un voyage dans le passé, où chaque détail révèle une vérité sur le pouvoir, l'ambition et les âmes humaines. Imaginez un horizon ocre où le soleil ougandais, rouge comme une blessure, se lève sur les plaines poussiéreuses des années 1920. Sous ce ciel, un enfant naît, loin des regards du monde, dans un village du nord-ouest de l'Ouganda, près de Koboko. Idi Amin Dada, fils d'un fermier musulman kakwa et d'une herboriste au murmure mystique, grandit dans l'ombre du colonialisme britannique. La terre qu'il foule est riche, mais pillée, les rivières chantent, mais leurs eaux coulent pour d'autres. La pauvreté est une compagne fidèle, sculptant dans le jeune Amin une force brute, un appétit vorace pour quelque chose de plus grand. Ses mains, déjà larges, semblent faites pour saisir, non pour caresser. Ses yeux, perçants, captent les injustices d'un monde où les siens ne sont que des ombres dans les registres coloniaux. Et si je vous disais que l'histoire d'un seul homme peut révéler les secrets de toute une nation, restez avec moi jusqu'à la fin, car en explorant les racines d'Amin, nous découvrirons non seulement qui il était, mais ce que son ascension nous enseigne sur nous-mêmes. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un tyran, c'est un miroir tendu à chacun de nous. Alors, plongez dans ce récit et demandez-vous, quelles ombres façonnent votre propre chemin? Dans ce décor, l'Ouganda colonial est un échiquier de tension. Les Britanniques règnent, imposant leurs lois, leurs écoles, leurs armes. Amin, adolescent, n'a pas de place dans les salles de classe réservées à l'élite. Mais son corps, massif, devient son passeport. En 1946, à peine sorti de l'enfance, il s'enrôle dans les King's African Rifles, l'armée coloniale britannique. Là, sous les ordres d'officiers blancs, il apprend la discipline du fer, le goût du sang et l'art de se faire remarquer. Sa taille imposante, près de 2 mètres, et sa force herculéenne le distinguent. Lors des patrouilles dans les brousses du Kenya, face à la révolte des Momo dans les années 1950, Amin ne se contente pas d'obéir. Il excelle. Les balles sifflent, les lames brillent, et lui, indomptable, accumule les médailles. Mais ces médailles, frappées à l'effigie d'un empire étranger, ne suffisent pas. Dans son cœur, une braise couve le besoin de dominer, de renverser les hiérarchies qui l'ont vu naître au bas de l'échelle. Les archives, jaunies par le temps, racontent un Amin complexe. À l'époque, ses supérieurs britanniques notent son courage exceptionnel, mais aussi son tempérament imprévisible. Il boxe, gagne des championnats dans l'armée, et son rire tonitruant désarme autant qu'il inquiète. Les soldats sous ses ordres, comme le jeune John Okello, un Ougandais des années 1960, le décrivent comme un géant charismatique. John, dans un témoignage recueilli des décennies plus tard, se souvient d'une nuit dans la forêt d'Aberdare au Kenya. Une embuscade tendue par les rebelles, Momo menace sa patrouille. Amin, alors sergent, surgit comme une tempête, abattant l'ennemi et sauvant John d'une balle qui frôle son cœur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans l'obscurité, autour d'un feu de camp, Amin fixe John et lui dit, d'une voix qui glace, « Tu me dois ta vie, tu me serviras. » Ce moment, où la gratitude se mue en chaîne invisible, révèle le double visage d'Amin. Un sauveur qui exige, un protecteur qui emprisonne. L'indépendance de l'Ouganda en 1962 marque un tournant. Le pays, libéré du joug britannique, cherche son identité. Milton Obote, premier président, voit en main un atout. Un militaire fidèle, populaire auprès des troupes, et utile pour mater les dissensions internes. Amin gravit les échelons, devenant commandant en chef adjoint de l'armée. Mais la braise dans son cœur est devenue flamme. Obote, intellectuel et stratège, sous-estime la bête qui la nourrit. En 1971, alors qu'Obote est à l'étranger, Amin orchestre un coup d'État. Les chars grondent dans les rues de Kampala. Les radios crépitent, annonçant la fin d'un règne et le début d'un autre. La foule, lasse des tensions politiques, acclame ce colosse qui promet liberté, prospérité et un nouvel Ouganda. Les tambours résonnent, mais leur écho cache une vérité. L'ombre d'Amin s'étend, et avec elle, un vent de peur.
Ce premier chapitre de l'histoire d'Amin n'est pas celui d'un monstre achevé, mais d'un homme forgé par un monde dur, où la force est une monnaie et la loyauté un piège. Son ascension, fulgurante, est une danse entre opportunité et ambition. Les champs poussiéreux de Koboko, les casernes coloniales, les médailles tachées de sang, tout cela façonne un homme qui, pour l'instant, semble être un héros du peuple. Mais les héros, en Afrique comme ailleurs, portent parfois des masques. Et sous celui d'Amin, quelque chose de plus sombre attend son heure. Revenons à John Okello. Des années après l'embuscade, il confia dans une interview à la BBC comment ce sauvetage par Amin marqua sa vie. Il devint l'un de ses lieutenants, mais chaque ordre d'Amin, même anodin, portait l'écho de cette nuit. Une dette jamais remboursée. John décrivit un Amin qui, dans les moments calmes, partageait des histoires de son enfance, riant comme un frère. Mais il voyait aussi ses colères soudaines, ses silences lourds, comme si deux âmes luttaient en lui. Cette dualité, le sauveur et le tyran, est le fil rouge de l'ascension d'Amin. Un avertissement que les héros d'aujourd'hui peuvent être les bourreaux de demain. Le 25 janvier 1971, Idi Amin s'empare du pouvoir, et l'Ouganda bascule dans un cauchemar dont il ne sortira que 8 ans plus tard. Les rues de Kampala, jadis vibrantes de l'espoir de l'indépendance, s'étouffent sous une brume de peur. Amin, désormais autoproclamé président à vie, dans un délire mégalomaniaque, conquérant de l'Empire britannique, ne gouverne pas, il dévore. Son règne est une machine de mort, huilée par la paranoïa et actionnée par une cruauté sans borne. L'Ouganda devient une prison à ciel ouvert, où chaque murmure peut coûter une vie, où chaque regard peut être le dernier. Au cœur de cette terreur, la State Research Bureau, une police secrète aux allures de légion démoniaque, devient l'instrument de sa volonté. Basée à Nakazero, dans une villa anodine transformée en chambre des horreurs, elle est le théâtre de tortures inimaginables. Les témoignages de survivants, rares et brisés, décrivent des murs tachés de sang, des cris étouffés par la nuit, et des corps entassés dans des cachots humides. Intellectuels, journalistes, prêtres, étudiants, personne n'est épargné. Les chiffres, bien que contestés, sont vertigineux. Entre 100 000 et 500 000 Ougandais périssent, leurs corps jetés dans le Nil, où les crocodiles deviennent les complices silencieux d'Amin. Une rumeur, glaçante, persiste. Certains officiers rapportent avoir vu des barges chargées de cadavres dérivés sous la lune, comme des offrandes à un dieu cruel. En 1972, Amin frappe un coup économique aussi brutal que ces massacres. Il décrète l'expulsion de 80 000 Asiatiques, principalement des Indiens, qui forment l'épine dorsale du commerce ougandais. En 90 jours, ces familles, installées depuis des générations, sont arrachées à leurs boutiques, leurs écoles, leur vie. Leurs biens, confisqués, sont distribués aux fidèles d'Amin, mais l'économie s'effondre. Les marchés se vident, le café, poumon du pays, pourrit dans les entrepôts. Amin, indifférent, parade dans ses uniformes flamboyants, riant aux éclats alors que la faim ronge les villages. Sa paranoïa s'étend comme une peste. Il voit des ennemis partout, même parmi ses proches. Des ministres, des généraux, des amis d'hier disparaissent dans la nuit, leurs noms effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Les Akoli et les Langi, deux groupes ethniques du Nord, paient un prix particulièrement lourd. Amin, Kakwa, nourrit une méfiance viscérale envers ces communautés, jadis favorisées sous aux bottes. Des villages entiers sont rasés, leurs habitants massacrés ou forcés de fuir. Les survivants parlent de routes jonchées de corps, de mères hurlant pour leurs enfants arrachés. Une vieille femme, dans un témoignage recueilli en 1980, décrivit comment son village près de Gulu fut incendié en une nuit, les hommes alignés et abattus sous les yeux de leur famille. Le ciel était rouge, pas de feu, mais de sang, murmura-t-elle. Ces mots, simples, portent l'écho d'une nation brisée. Sur la scène internationale, Amin cherche des alliés dans les marches. Il se tourne vers Muammar Kadhafi, dont les pétrodollars financent son régime vacillant, et rompt avec l'Occident, qu'il défie avec une audace provocatrice. Le raid d'Entebbe en 1976, où des pirates de l'air pro-palestinien détournent un avion d'Air France avec l'aval d'Amin, expose sa cruauté au monde. Parmi les otages, Dora Bloch, une Britannique de 74 ans, malade et fragile, devient un symbole tragique. Après le raid audacieux d'Israël pour libérer les otages, Dora, séparée du groupe pour des soins médicaux, est exécutée sur ordre direct d'Amin. Son corps, retrouvé dans une forêt près de Kampala, brise sa famille.
son fils, Daniel Bloch, dans une interview des années plus tard, raconta comment il transforma sa douleur en plaidoyer pour la justice internationale, s'adressant aux Nations Unies pour que les crimes d'Amin ne restent pas impunis. Cette histoire, un fil ténu reliant une femme âgée à un combat mondial, montre comment la cruauté d'un seul homme peut déchirer des vies à des milliers de kilomètres. Amin ne se contente pas de tuer, il efface. Les registres des morts sont détruits, les familles réduites au silence. Les rives du lac Victoria, jadis lieu de rire et de pêche, deviennent des tombeaux liquides. Pourtant, dans cette obscurité, des actes de résistance émergent. Des prêtres cachent des opposants dans des églises, des mères passent des messages codés pour organiser des fuites. Ces gestes, minuscules face à la machine de mort, sont des éclats de lumière dans un pays plongé dans les ténèbres. Sous les cieux lourds de l'Ouganda, où la peur tisse ses filets invisibles, Idi Amin ne se contente pas de régner par le fer et le sang. Il danse sur la scène mondiale, un roi autoproclamé dont le trône vacille entre génie théâtral et démence pure. Imaginez un homme, massif, drapé dans des uniformes cousus d'or, se pavanant sous les flashs des caméras, un sourire éclatant cachant des yeux qui scrutent l'horizon pour y déceler des traîtres. Amin n'est pas seulement un tyran, il est un spectacle vivant, une caricature qui hypnotise et terrifie. Son règne, de 1971 à 1979, est une parade grotesque où l'absurde devient arme, et l'extravagance, un rideau de fumée pour masquer le chaos qu'il sème. Amin se proclame roi d'Écosse, dans une lettre adressée à la reine Élisabeth II, où il lui propose, avec une audace désarmante, de lui envoyer des bananes comme gage d'amitié. Les télégrammes qu'il expédie aux dirigeants du monde sont des perles de délire. Il défie les Nations Unies, se moque de l'Occident et s'autoproclamait dernier roi d'Écosse dans un mélange de bravade et de mégalomanie. À Kampala, il organise des parades militaires dignes d'un opéra tragique, où il parade sur des chaises dorées portées par ses soldats, vêtus de costumes bariolés, médailles clinquantes au torse. Les foules, mi-forcées, mi-hypnotisées, applaudissent, tandis que les caméras étrangères capturent l'image d'un leader qui semble rire du monde entier. Mais cette folie n'est pas gratuite. Chaque geste extravagant est un calcul. Amin, dans sa paranoïa, sait que l'Ouganda s'effondre, l'économie asphyxiée par l'expulsion des Asiatiques, les villages réduits en cendres, les corps s'amoncellent dans l'ombre. Alors, il joue la carte de la distraction. Ses frasques captives détournent les regards des charniers. Sur la scène internationale, il défie l'Occident avec une audace qui frôle le suicide diplomatique. En 1976, lors du détournement d'Entebbe, il soutient les pirates de l'ère palestinien, offrant à l'Ouganda un rôle de paria mondial. L'opération israélienne, qui libère les otages sous son nez, est une humiliation qu'il vengera par le meurtre de Dora Bloch, une otage innocente. Ce geste, comme ses parades, est un cri. « Regardez-moi, je suis intouchable ». Mais le monde, d'abord amusé, commence à voir la bête derrière le clown. Ces alliances internationales sont tout aussi théâtrales. D'abord courtisé par l'URSS, qui voit en lui un pion anti-occidental, Amin se tourne ensuite vers la Libye de Kadhafi, dont les pétrodollars maintiennent son régime à flot. Ces volte-face, imprévisibles, isolent l'Ouganda, transformant le pays en une île de chaos dans un monde qui le rejette. À l'intérieur, sa vie personnelle est un autre spectacle. 6 épouses officielles, des dizaines d'enfants et des rumeurs persistantes de cannibalisme, des histoires chuchotées, jamais prouvées, mais qui collent à sa légende comme du sang séché. Ces récits, qu'il ne dément jamais, amplifient son aura de monstre, un homme qui semble défier les lois de l'humanité elle-même. Au milieu de ce cirque, une figure émerge, Bob Astle, un Britannique surnommé le Blanc Maléfique par la presse. Astle, ancien ingénieur devenu conseiller d'Amin, est un personnage tout droit sorti d'un roman noir. Lors d'un banquet fastueux à Entebbe, entouré de plats débordant de fruits et de viande, Amin, ivre de vin et de pouvoir, se penche vers lui. Dans un rare moment de vulnérabilité, il murmure « Ils veulent tous ma peau, Bob. Même toi, peut-être. » Astle, dans un témoignage publié après sa fuite, décrivit cet instant comme un éclair dans la tempête. Main, derrière son masque de roi fou, était rongé par la peur. Mais cette humanité fugace ne dure pas. Quelques années plus tard, Astle est jeté dans une cellule de la State Research Bureau, torturé, accusé de trahison. Libéré par miracle, il écrira plus tard « Il était à la fois mon ami et mon bourreau. Avec Amin, l'amour était une condamnation. »
Cette histoire, un fil tendu entre loyauté et trahison, montre comment même ceux qui gravitent dans l'orbite d'Amin deviennent ses proies. Les excentricités d'Amin ne sont pas de simples caprices. Elles sont une stratégie de survie. Chaque parade, chaque titre autoproclamé, chaque télégramme absurde est une brique dans le mur qu'il érige entre lui et la réalité d'un pays en ruine. Mais ce mur est friable. Les rires du monde se transforment en condamnation, et ses alliés, lassés de ses caprices, commencent à regarder ailleurs. L'Ouganda, isolé, saigne. Et pourtant, le spectacle continue, car Amin sait que s'il s'arrête, l'ombre qu'il a créée risque de l'engloutir. Revenons à Bob Astle. Dans ses mémoires, il raconte une autre anecdote. Un soir, Amin l'invite à pêcher sur le lac Victoria. Sous les étoiles, loin des regards, le dictateur parle de son enfance, de sa mère herboriste, de son rêve de faire de l'Ouganda une grande nation. Pendant un instant, Astle croit voir un homme, pas un monstre. Mais le lendemain, Amin ordonne l'exécution d'un officier pour une insulte mineure. Cette dualité, un homme capable de rêver sous les étoiles, mais de tuer au lever du jour, capture l'essence d'Amin. Un roi fou dont les éclats de lumière ne font qu'accentuer les ténèbres. En 1978, l'Ouganda est une terre exsangue, rongée par la peur et la ruine. Idi Amin, juché sur son trône de fer, croit encore en son invincibilité. Mais les murs de son empire, bâtis sur le sang et la terreur, commencent à trembler. La braise de son ambition, si longtemps attisée, éclate en une flamme fatale lorsqu'il ordonne l'invasion de la Tanzanie, un acte aussi audacieux que insensé. Ce n'est pas une simple guerre, c'est le chant du cygne d'un tyran, le dernier acte d'une tragédie qui va précipiter sa chute et libérer un peuple asphyxié. Les tambours de guerre résonnent, mais ils sonnent aussi le glas d'un règne. L'invasion commence en octobre 1978, lorsque les troupes ougandaises s'emparent du Kajra, une région frontalière de la Tanzanie. Amin, convaincu que son armée, bien que désorganisée, peut écraser son voisin, sous-estime Julius Nyerere, le président tanzanien. Nyerere, homme de principe, ne plie pas. Il mobilise l'armée tanzanienne, renforcée par des rebelles ougandais exilés, unis sous la bannière de l'Ouganda National Liberation Army. Ces combattants, dont beaucoup ont fui les massacres d'Amin, portent dans leur cœur une rage contenue, une soif de justice. En quelques mois, la contre-offensive tanzanienne devient une marée inarrêtable. Les villes tombent une à une, Masaka, Mbarara, et enfin, en avril 1979, Kampala. Les rues, jadis théâtre des parades extravagantes d'Amin, s'emplissent du fracas des combats et des cris de libération. Amin, acculé, ne se bat pas jusqu'au bout. L'homme qui se proclamait conquérant de l'Empire britannique fuit comme un voleur dans la nuit. Il abandonne Kampala, son palais, ses médailles, et s'envole pour la Libye, où Muammar Kadhafi, son allié capricieux, lui offre un refuge temporaire. Mais même Kadhafi, lassé de ses frasques, le pousse à partir. Amin trouve alors asile en Arabie Saoudite, un exil doré où il vivra jusqu'à sa mort en 2003, terrassé par une insuffisance rénale dans un hôpital de Jeddah. Loin des rives du Nil, loin des cris de ses victimes, il s'éteint dans l'anonymat, un colosse réduit à un murmure. Les Saoudiens, par pragmatisme, lui offrent une villa et une pension, mais à une condition, le silence. Le lion d'Afrique, jadis rugissant, devient un spectre oublié. L'Ouganda, lui, est un champ de ruines. L'économie, déjà dévastée par l'expulsion des Asiatiques en 1972, est à l'agonie. Les routes sont défoncées, les écoles fermées, les hôpitaux vidés de leurs médecins. La société, fracturée par les massacres ethniques, est là. Terreur porte des cicatrices invisibles, des familles déchirées, des orphelins errant dans les villages, des survivants hantés par les souvenirs des cachots de Nakasero. Pourtant, dans ce chaos, une lueur naît. La chute d'Amin ouvre la voie à une reconstruction, aussi fragile soit-elle. Youssouf Lul, un universitaire respecté, devient le premier président post-Amin en avril 1979. Son mandat, bref seulement 68 jours avant d'être renversé par des luttes internes, incarne un espoir fugace. Lul, avec sa vision d'unité, tente de panser les plaies, mais l'Ouganda, trop meurtri, vacille encore. Un survivant,
un homme nommé Okello, offre un témoignage poignant de cette période. Enfermé dans un camp de torture à Gulu, il avait perdu tout contact avec sa femme et ses 2 fils, présumés morts. Lors de la libération de Kampala, alors que les chars tanzaniens entraient dans la ville, Okello, libéré par des rebelles, errait dans les rues, hagard. Par un hasard presque miraculeux, il retrouve sa famille dans un camp de réfugiés près d'Entebbe. « Je pensais que le monde s'était arrêté », confia-t-il à un journaliste en 1980. Mais quand j'ai vu leur visage, j'ai su que l'espoir n'était pas mort. Cette réunion, un fil ténu dans l'immense toile du désespoir, symbolise la résilience d'un peuple qui, même brisé, refuse de s'effacer. La chute d'Amin n'est pas seulement la fin d'un dictateur, c'est une leçon gravée dans la terre ougandaise. Son invasion de la Tanzanie, un pari arrogant, révèle la fragilité des empires bâtis sur la violence. Son exil, un refuge offert par des nations opportunistes, pose une question amère. La justice peut-elle vraiment atteindre ceux qui fuient? L'Ouganda, en se relevant, montre que la fin d'un tyran n'est pas la fin de la souffrance, mais le début d'un long chemin vers la guérison. Les marchés rouvrent timidement, les enfants retournent à l'école, les familles se reconstruisent. Mais les ombres d'Amin persistent, dans les récits chuchotés, dans les tombes anonymes, dans les cœurs qui battent encore au rythme de la peur. Aujourd'hui, l'héritage d'Amin hante l'Afrique, un avertissement contre les dictateurs charismatiques. L'Ouganda s'est relevé, avec des musées commémoratifs et des récits oraux préservant la mémoire. Mais ces actes rappellent que le pouvoir absolu corrompt absolument et que l'humanité porte en elle à la fois la bête et l'ange. En explorant cette histoire, nous honorons les victimes et forgeons un avenir plus juste. Et maintenant, c'est à vous de faire partie de cette histoire. Si ce voyage dans le passé vous a touché, ***, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez vos pensées en commentaire ***. Dites-nous ce qui vous a marqué. Posez vos questions ou racontez-nous comment cette histoire résonne avec vous. Et juste là, à l'écran, une nouvelle vidéo vient d'apparaître, aussi captivante et puissante que celle-ci. Cliquez dessus, vous ne serez pas déçus, elle est tout aussi épique. Et elle vous attend pour continuer l'aventure, ***.